Marabanwa, maman. Marabanwa, Marabanwa, Missy de Carmo. Salut, salut, c'est Diet Alfaris depuis Abidjan. Retrouvez-moi sur ITV, la chaîne citoyenne. Ciao, ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Électron Matin. Un nouveau jour s'élève, porteur d'espoir et d'opportunités, et comme le disait Eleanor Roosevelt, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves et que cette journée vous apporte motivation, inspiration et surtout la paix intérieure. Et ce matin, je suis très heureuse de partager ce plateau avec Larissia Ngakutu. Bonjour. Bonjour Irène. Ça va? Ça va bien. On peut se dire bon retour? Oui, après une semaine d'absence, je suis de retour. Et voilà, après le duo masculin, le duo féminin s'installe. Voilà. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous ont manqué. Bonjour à toute la grande famille de I-Matin. Très ravie de vous retrouver, surtout que le duo féminin est là pour vous accompagner jusqu'à la fin de la semaine ou bien la fin de ce numéro. Alors, Irène, ça fait quelques jours et puis tu es venue avec des mots de motivation. Ah oui, tu veux, non? On dit souvent que quand on confie quelque chose à une femme, ça réussit toujours. Ouais. Et je suis sûre et certaine que ce numéro-là, les téléspectateurs, les internautes et aussi notre grande famille de I-Matin, vous allez avoir tout ce dont vous voulez. Alors ne zappez pas, mais restez scotchés sur la chaîne citoyenne. On va vous apporter une petite touche féminine. Absolument. On ne dit pas que les garçons ne font pas bien. À la Jeff et Roms, bonjour à vous. Alors, amis téléspectateurs, vous pouvez interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou laisser tout simplement votre message sur le 63 08 41 77. C'est le 3e numéro de la semaine et nous tendons tout doucement la vers la fin de la semaine avec un menu qui commence à être un peu léger, n'est-ce pas? Oui, un peu léger pour à ce que le week-end soit relax. Soit relax et puis bien digéré. Mais avant d'entrer dans le week-end ou bien le début de week-end, nous aurons le carnet du leadership et aussi, comme promis, dès le début de l'année, il y aura des surprises dans I-Matin. Et ce matin également, vous aurez le privilège, le privilège d'avoir une nouvelle chronique qui fait son entrée dans I-Matin. On va parler de héritage politique. Voilà, avec le douanier de la maison. Il va venir vous présenter sa chronique et vous allez découvrir assez des hommes politiques du Tchad, ici même. Et aussi, nous aurons les élèves sur ce plateau. On est jeudi, et les vacances continuent. Nous aurons les élèves sur ce plateau. Et puis, un peu de la musique. Et puis, voilà. Des capsules. Et c'est ça qui fait la beauté de I-Matin. I-Matin, L'objectif, c'est de vous accompagner, de vous permettre de démarrer la journée avec beaucoup d'énergie, avec bonne humeur. Et Larissia, nous avons, comme d'habitude... une transition musicale pour permettre à tout le monde de nous rattraper, permettre à tout le monde de s'installer confortablement. Donc, on retrouve notre réalisatrice Promax. Dina Love. J'ai vu quelqu'un écrire quelque part Larissia Love. Et Irène Love également. Love. La grande famille Love de I-Matin en tout cas. Alléluia.
yel bata bata ngari yangar ga ba waske di nang tu bay ndoy nu bay roy nu bana tariyan to bol ngai hainge ko kadira hakuto suku hainge ko kadira hakuto putala hainge ko kadira yalla ngoi te du leire ndolo ma bay ga kemi don tu hakum bare otto ma bay ga kemi don tu brabeji ko gumbe ga kemi don tu Jesus Christ iga kemi don tu nainge kadum ko kaji Allah ngoi nainge rati matini Allah ngoi nainge ra semawa Allah ngoi kem ku torti guru nelaga Allah ngoi hallelujah 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 oh benuba yak dan ditu gernale dan namange kosba ngira yak dunya tugu laisse-moi leur dire laisse-moi leur raconter les merveilles dans ma vie les bienfaits dans ma vie. Et Thessaloniciens 5 verset 18. Remercions Dieu en toutes circonstances. Gariangarg, Goliangolg, Baba Jirai Kura, Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Jirai Kura, Baba Jirai Kura, Baba Jirai Kura. Maître Frédéric Nanastrana Nadingue. Nange kadum ko kaji Allah ngoy nange rati matini Allah ngoy nange ra semawa Allah ngoy kem ku torti guru nelaga Allah ngoy hallelujah 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 Arangoy Ludovic Santos Papayam Tibay Bolvay Lubaramaj Grando Yalangoy. Na inge kadidini i alangoi. Dieu seul peut tout dans la vie de tout humain. Lui seul a le dernier mot. Lui seul peut décider de ce qui peut arriver aujourd'hui, ce qui peut arriver demain. Nous ne sommes que des prévisionnaires. Hein. On prévoit juste que voilà, demain je vais faire ça, ou bien après l'émission je vais faire telle chose. Mais la personne qui permet à ce que tu puisses réaliser cela, c'est le Dieu. Et c'était les Ngonsa. Tout à qui nous ont rappelé à l'ordre, que tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu. Tout ce que nous réalisons, c'est par le soutien divin. Tout à fait, Laricia. Il faut mettre Dieu au centre de tous ses projets, au centre de sa vie, parce que rien ne peut se réaliser sans sa volonté. Bienvenue à tous et à toutes. C'est le 3e numéro avec un menu garni. Surtout que Laricia a dit qu'on aura une nouvelle chronique ce matin qui fait son entrée dans votre émission matin que vous aurez le temps de découvrir. À présent, on va parler un peu bien-être. Oui. Aujourd'hui, on parle un peu de la mélanine. De la mélanine. Ouais. La mélanine, notre couronne invisible. Notre peau raconte une histoire vieille comme l'humanité. Une histoire de lumière, de résistance et d'un pigment extraordinaire. La mélanine, longtemps caricaturée. La science révèle aujourd'hui qu'elle est notre bouclier biologique, notre couronne invisible. Et si ce noir tant stigmatisé était en réalité l'or de l'humanité, savez-vous que 1 gramme de mélanine coûte sur le marché autour
de $600 et que 1 gramme d'or coûte malheureusement $100. Sais-tu que la mélanine est plus chère que l'or? Nous devons démystifier les choses. La mélanine, c'est un pigment universel, présent chez tous les humains. Des peaux les plus claires aux plus foncées. Nous avons le E-mélanine qu'on retrouve chez les noirs et chez les marrons, reine des peaux mélanodermes. Et nous avons également les phéomélanines chez les jaunes et les rouges. Mais malheureusement, ils sont parfois fragiles et dominantes chez les leucodermes. La mélanine est un GPS corporel. Elle siège dans notre peau, nos yeux, nos oreilles internes et même dans les plantes. Savez-vous, plus vos iris sont foncés, plus vos ouïes est fine. La mélanine est un superconducteur qui optimise nos sens. Nous devons célébrer notre mélanine, cette couleur noire, parce que cette mélanine a des super pouvoirs. Atout numéro 1 de la mélanine, c'est un bouclier solaire naturel. La peau noire bloque jusqu'à 75% des UV, surpassant les meilleures crèmes solaires. Atout numéro 2, c'est l'horloge de la longévité. Grâce à la production de la mélatonine, cela contribue à la réparation de l'ADN. La peau qui vieillit 2 fois moins vite, c'est la peau noire. C'est un anti-cancer naturel. Mais attention, 80% des Occidentaux ont une glande pinéale calcifiée, bloquant ce processus. Alors que chez le noir, nous avons une capacité d'autorégénération extraordinaire. Atout numéro 3. Avoir plus de la mélanine permet d'avoir une performance extrême parce que cela contribue à la transmission nerveuse ultra rapide. Ça contribue à l'équilibre, à la coordination. La preuve, les meilleurs sportifs, danseurs et autres sont des noirs. La preuve de la performance communiquée par la mélanine. Malheureusement, notre héritage semble être volé. Pendant 400 ans, on nous a volé cette fierté. On a associé le noir au péché, le blanc à la pureté. Un mensonge mélanophobe pour justifier l'injustifiable. Mais notre mélanine était là, dans les chaînes des esclaves, sous le soleil des révoltes. Elle a été notre arme de survie. Comme pouvait le dire Dr. Wilson, la mélanine absorbe toutes les énergies, même celles de l'oppression. Parce que cette mélanine, c'est de nous protéger. C'est notre trésor. Mais pour booster notre mélanine, nous devons véritablement manger coloré, manger vivant, manger des aliments riches en tyrosine, qu'on peut le retrouver dans le moringa, le sésame, des aliments riches en cuivre, qu'on peut le retrouver dans le chocolat noir, de l'avocat. Nous devons fuir l'acidité, des aliments voleurs d'oxygène, éviter les sucres raffinés, les viandes industrielles favorisant la phéomélanine, qui sont véritablement cancérigènes. Le soleil est notre allié. Le soleil n'est pas notre ennemi pour nous qui sommes noirs. Avoir 10 à 15 minutes au soleil contribue à véritablement protéger notre corps. Ça contribue à produire plus de la mélatonine. Mais attention aux excès. La mélanine n'est pas une malédiction. C'est la preuve que nous sommes nés du soleil, de la terre et du divin. Une couronne que nul ne peut arracher. Alors, célébrons-la chaque jour. Exigeons des recherches indépendantes et transmettons ce savoir libérateur. Car, comme le dit la sagesse, la peau noire n'est pas une couleur, c'est une consécration. Sois fier d'être noir et entretiens cette mélanine qui est un trésor. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Laricia, nous disons merci au professeur Ouroupou et nous profitons de l'occasion pour lui faire un petit coucou du côté d'Abidjan. Ouais. Voilà, parce que c'est lui qui nous envoie de temps en temps ces éléments dans votre chronique bien-être. Et tu vois, l'élément de ce matin, voilà, beaucoup pensent que la peau noire, c'est une n'est pas malédiction. belle, Ouais. la peau noire n'est pas jolie. La peau noire, Tu es noir comme, tu es noir comme le charbon. Voilà, Tout ce qui est derrière noir le est marmite, mauvais. tout ce qui est noir pour représenter même le diable, Le on prend ce diable. qui est noir, voilà. Tout ça, mais en tout cas, on nous dit que notre peau ou bien ce que nous possédons est très très cher sur le marché. Par contre, si tu viens avec un 250, tu peux déjà te gâter la peau. Tu vas te
gratter la peau, voilà, tu détruis ce que tu as, que Dieu t'a donné gratuitement, tu n'as pas donné de l'argent pour en recevoir, et la mélanine protège beaucoup la peau. Tout à fait, Oui, il a c'est dit ce qu'il a dit. quelque part que c'est un anti-cancer naturel. Tu vois? Anti-cancer naturel. Tu vois que la peau noire est très, très, très importante. Pendant que les autres payent beaucoup, beaucoup d'argent pour venir ici en Afrique se faire bronzer, profiter du soleil, nous, par contre, on se plaint de la chaleur de ce soleil que Dieu nous a donné gratuitement. En tout cas, l'homme est toujours insatisfait, mais il faut de temps en temps reconnaître que ce que tu as est plus meilleur que ce que l'autre a. Évitons de vouloir chercher toujours à faire comme les autres. Si elle s'est dépigmentée, pourquoi pas moi? Tu ne sais pas comment elle a fait, tu ne sais pas ses besoins, tu ne sais pas quelle est son intention. Alors, moi, je me dis toujours, je me préfère. Tant que je me vois, ça va. Pour ne pas dire que je me vais. Alors, un petit message à l'endroit de nos sœurs qui veulent ressembler aux blanches, qui veulent faire tout pour, je ne sais pas moi, devenir Nassara, comme on le dit. On nous dit ce matin que cette peau noire, c'est un trésor. Ouais. Il suffit tout simplement d'entretenir cette peau. Et nous avons beaucoup de choses qui nous permettent donc d'entretenir naturellement cette peau noire. Oui, il a donné même des exemples. Il a donné de l'avocat, il a donné l'autre, les feuilles de moringa et autres. Il a donné des exemples, des choses qui peuvent permettre aux noirs de maintenir sa peau en santé. Alors, c'est très tant dans le important. domaine de l'alimentation que cosmétique, parce que on pense qu'avoir une belle peau, une jolie peau, ce sont des crèmes, des savons, mais l'alimentation également compte. Oui, l'alimentation également. L'alimentation également. En tout cas, je fais big up à mes parents d'ailleurs ce matin. Irène, nous allons partir prendre Actu Matin avant de revenir sur le plateau. Le gouvernement du Premier ministre Alamai Alina a été légèrement retouché alors que les rumeurs avaient laissé entendre qu'il allait avoir un chamboulement total avec de nouvelles compétences à la tête des départements ministériels lors de ces remaniements. Qu'on allait revoir de fond en comble cette équipe gouvernementale qui n'avait pas réussi à mettre en musique le programme politique sur la base duquel le chef de l'État a été élu. La capitale tchadienne bruissait des rumeurs les plus folles que nenni. Madame Amina Priscille Longo, après plus de 5 ans sans interruption dans les différents gouvernements, a cédé enfin sa place à la fille d'un ancien baron et bon serviteur du régime, Madame Kitoko Gatangoulou, qui avait représenté il n'y a pas longtemps le pays auprès du gouvernement américain comme ambassadeur. Quant à Madame le ministre sortant, Priscille Amina Longo, elle a été catapultée à la présidence de la République comme conseillère spéciale, représentante personnelle du chef de l'État auprès du Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Une maigre consolation, certainement pour son dévouement et sa loyauté envers les plus hautes autorités du pays. Il faut rappeler que depuis plus d'une semaine, les ministres du gouvernement Alamai et Alina n'ont pas fermé l'œil. Une panique générale s'est emparée d'eux. Ils ont cru qu'ils allaient tous être virés parce que certains ont montré leurs limites abyssales, sinon ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée. Ils vont retrouver le sommet aujourd'hui puisque le chambardement que l'on d'ici à longueur de journée sur les réseaux sociaux n'a pas eu lieu. On a juste fait partir 2 dames et promouvoir également 2 autres. Madame Moudalbaï Noubandissem Apolline, qui a fait toute sa carrière au ministère de l'Action sociale, a été promise secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Selon des témoignages concordants, c'est une femme très compétente et travailleuse. Elle peut bien sûr apporter une plus-value au docteur Tom Erdimi, qui force l'admiration de tout le monde depuis qu'il a pris les rênes du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la formation professionnelle. Ces rumeurs de remaniement gouvernemental ont paralysé les activités dans l'administration publique parce que les ministres étaient sur le qui-vive. Ils pensaient qu'ils allaient perdre avantages et privilèges. Le peuple qui attendait des hommes neufs pour relancer l'économie du pays en berne, mais hélas, il est resté sur sa soif de changement. Le chef de l'État a renouvelé encore une fois de plus sa confiance à cette équipe gouvernementale que tout le monde a décriée pour son incapacité notoire à relever les défis sécuritaires et autres qui plombent le pays il y a quelques mois. En tout cas, le chef de l'État est
à l'écoute de ses concitoyens et certainement il leur donnera satisfaction en mettant en place une équipe de femmes et hommes d'action et de combat afin de tirer le pays éternel. Dans le cadre du projet Nexus, de projet d'amélioration des conditions de vie et de la résilience des populations autochtones, réfugiées et retournées au sud du Tchad, financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 20 millions d'euros, cette formation des comités provinciaux d'action et des conseillers provinciaux vise à doter les participants des outils nécessaires pour une meilleure implication dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre et révision du plan de développement local. Ceci en vue de contribuer à un développement harmonieux de la province et de booster son économie, indique le délégué de l'APLFT, Jonah Victor. La province du Logone oriental, comme toutes les autres provinces, aspire aussi au changement sur tous les plans en matière de développement. C'est la raison pour laquelle l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, APLFT, a vu la nécessité d'outiller les acteurs clés de la province que vous êtes sur la planification, la budgétisation et la gestion participative pour un développement harmonieux de la province et partant booster son économie. C'est l'occasion pour le secrétaire général provincial d'exprimer ses satisfactions aux organisateurs et financiers pour l'effort consenti en faveur de la province du Logone oriental. La province du Logone oriental, tout comme plusieurs autres provinces du Tchad, fait face à des défis majeurs en matière de développement. Ces défis nécessitent des réponses appropriées, fondées sur une approche participative et inclusive. C'est dans ce contexte que l'atelier que nous ouvrons aujourd'hui revêt une importance particulière. Durant 4 jours, les participants seront renforcés en compétences en matière de planification, formés sur les techniques d'élaboration et de gestion budgétaire, fournir les outils adaptés pour le suivi et la mise en œuvre du plan de développement provincial et du plan de développement local et améliorer leur capacité à suivre et encadrer la gestion des ressources communautaires. لا أحمل لكم ذهبا ولا فضة بل حرية، هكذا أعلن المارشال إدريس ديبي إتنو عام 1991 واضعا أسس ثورة ديمقراطية جديدة في تشاد. وبعد 35 عاما يبدو أن هذا الإرث الثمين يتعرض لضغوط إذ تثير القيود المتكررة على حرية التنقل قلق الرأي العام. في 7 يونيو عام 2025 منع الدكتور سيتاك يومباتينا بيني عضو حزب المحاولون من ركوب طائرة في مطار حسن جاموس الدولي أثناء استعداده للسفر إلى باريس، ولم يقدم أي تفسير رسمي. وبعد أقل من شهر وتحديدا في 14 يوليو عام 2025 أثارت واقعة جديدة القلق، حيث منع الدكتور نوليمباي سادي نجيسادا النائب الأول لرئيس الحزب نفسه من السفر إلى إسطنبول، وصدرت وثائق سفره بما فيها جواز سفره دون تبرير واضح. ولم تكن هذه الحوادث معزولة، ففي 10 يونيو احتجز ماكس كيمكوي المتحدث باسم التحالف العمل من أجل السلام لفترة وجيزة على الحدود أثناء توجهه إلى الكاميرون قبل أن يسمح له في النهاية بمواصلة رحلته. وتعكس هذه الأفعال وإن كانت سرية اتجاها مقلقا، فحرية التنقل التي يكفلها دستور تشاد والالتزامات الدولية تخضع بشكل متزايد لقيود انتقائية وتعسفية. ومع ذلك فإن أي ديمقراطية حقيقية تقوم على الاحترام الدقيق للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل. وهذه الممارسات إذ انتشرت على نطاق واسع تهدد بتقويض أسس العقد الاجتماعي، ويعطي هذا انطباعا بأن بعض المواطنين بسبب انتمائهم السياسي يرون حقوقهم مقيدة دون قرار قضائي أو شفافية إدارية، في سياق يدعي فيه رئيس الدولة إعطاء الأولوية للحوار السياسي والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. قد تبدو هذه الهجمات على حرية التنقل متناقضة مع التزاماته المعلنة. من الضروري أن تؤكد المؤسسات التزامها بسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية التي تضمن السلام والاستقرار على المدى الطويل. وإن منع المواطن من السفر دون سند قانوني لا يضعف ثقة الشعب فحسب، بل يضعف أيضا صورة الحكم المنفتح والشامل. فالحرية لا ينبغي أن تكون منحة تمنح، بل حق معترف به ومحمي.
لماذا يرتدي الأشخاص والناس الساعة في اليد اليسرى بدلا من غيرها؟ سؤال قد لا ينتبه له العديد من الأشخاص الذين يرتدون ذلك، حيث تعتبر الساعات من الإكسسوارات المكملة للموضة واللباس والجمال، وهنالك أسباب مختلفة وجوهرية لارتداء الساعة في اليد اليسرى. ووفقا لأبحاثنا تكمن في أن ارتداء الساعة في اليد اليسرى يكون من الأسهل ضبطها أو لف الزر الجانبي باليد اليمنى دون الحاجة إلى نزعها. إضافة إلى ذلك تقل فرصة تعرض الساعة للصدمات أو القتش، لأن اليد اليمنى هي الأكثر استخداما في الأنشطة اليومية مثل الكتابة والأكل. هناك أسباب أخرى لارتداء الساعة في اليد اليسرى، هي العادة والتقليد. فمنذ ظهور الساعات المحمولة في القرن ال19 دأب الناس إلى ربطها أو وضعها في اليد اليسرى، حيث بات هذا طريقة ومعيارا اجتماعيا. هذا ويوفر ارتداء الساعة في اليد اليسرى الراحة في القراءة، وخصوصا عند حمل شيء باليد اليمنى مثل قلم أو هاتف. تبقى الساعة مرئية بسهولة على اليد اليسرى. وفي نهاية المطاف ربط وارتداء الساعات تعتمد على طريقة شخص لآخر ووفقا للراحة النفسية والشخصية، فضلا عن أن الساعات تساعدنا على معرفة الوقت وضبط المواعيد المهمة ولقاءات الأعمال وغيرها، وكذا الاتجاهات في بعض الأحيان. Autrefois considérée comme une identité d'une ethnie ou d'une communauté, la danse traditionnelle ne sert pas uniquement d'expression artistique, mais elle joue également un rôle crucial dans le renforcement de l'identité culturelle. Lors de cérémonies telles que les baptêmes, les mariages et les funérailles, les danses traditionnelles sont autant des occasions où elles jouent un rôle non négligeable dans la société africaine. Ces danses de différentes catégories renforcent non seulement les liens familiaux, mais elles permettent aussi de maintenir un sentiment d'identité culturelle fort. Dans toutes les sociétés africaines, il existe une danse et celle-ci varie d'une ethnie à une autre. Le rythme résonne selon les circonstances de joie ou de malheur. La danse est un outil de communication du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et surtout de la paix. Elle énonce la tradition, la coutume et les us de chaque culture africaine. Comme le sport, la danse unit le peuple, une communauté et renforce la cohésion sociale. La danse a toujours accompagné les Africains dans les moments de joie, de tristesse, de bonheur, de malheur. La danse était toujours présente. Elle permet à l'homme noir de pouvoir ressortir plus facilement ses émotions à travers des mouvements de corps. Aucune société africaine qui n'a pas de danse. Toutes les sociétés ont des danses. Maintenant, ils l'expriment à différentes manières, avec des moyens différents, avec des expressions pas seulement corporelles. Il y en a où ça accompagne avec des chants, avec des rythmes qui indiquent chaque danse. Prenons la danse comme étant quelque chose qui unit un peuple. Parce que quand vous retrouvez dans une place publique en Afrique, que les gens se mettent à danser, on ne reconnaît pas qui est qui. Donc ça réunit d'abord la communauté concernée par cette danse directe et également ceux qui sont autour s'intéressent à la chose. Donc ça veut dire que la danse est un outil du vivre ensemble et de la cohabitation ensemble. La danse traditionnelle, bien plus qu'un simple art de communication, est un vecteur de culture, d'identité et de communion. Il est donc plus nécessaire de valoriser nos différentes danses, qui sont des outils spécifiques de transmission de messages dans nos cultures respectives. À quelques jours de l'annonce à la candidature pour le poste de sélectionneur national, la Fédération tchadienne de football association a clôturé la réception des dossiers. 66 candidatures ont été déposées venant de différents pays. Un chiffre qui peut paraître élevé pour certains passionnés du football tchadien. Mais cela s'explique pour le fait que, bien que le Tchad n'ait pas encore obtenu de grands résultats sur le plan continental, le poste reste attractif. Beaucoup d'entraîneurs étrangers voient dans cette sélection un défi motivant, une opportunité de marquer leur carrière en faisant progresser une équipe promoteuse.
alors qu'il pourrait devenir le futur sélectionneur des équipes Sao du Tchad si l'on se base sur les critères d'expérience et de diplôme. Quelques noms s'est détaché clairement. Antonio Conceição, qui a mené le Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui fait partie des favoris. Mais son salaire de plus de 60 millions de francs CFA lorsqu'il dirigeait les Lions indomptables pose question. Vient ensuite Kamo Malou, l'ancien sélectionneur du Burkina Faso et adversaire des Kansuro en demi-finale de cette même année 2021. Son expérience et sa connaissance du football africain sont des atouts notables. Au profil solide, Raoul Sao, l'ancien coach de la Centrafrique, est dans la course. Ne pas oublier non plus Kevin Nikes, l'ancien sélectionneur de Sao, qui avait battu un projet structuré en ambitieux. Il pourrait bien revenir dans la course avec un plan de continuité. Mais une question reste posée. Comment sera fait le choix final? La fédération a confié l'analyse des candidatures au cabinet africain des ressources humaines. Celui-ci devra évaluer les dossiers à partir des CV, des projets techniques et des lettres de motivation. Un bon dossier ne garantit pas une bonne adaptation. Pour bien choisir le futur sélectionneur, il faudra aller au-delà des titres académiques. Observer les capacités du coach à s'adapter au contexte local, à développer les talents, à comprendre les dynamiques internes du football tchadien. Avec 66 candidats et des profils très variés, la course au poste de sélectionneur est lancée. Mais la décision finale devra tenir compte des contextes nationaux au risque de choisir un nom sur le papier qui ne répondra pas aux besoins du terrain. La balle est désormais dans le camp du cabinet africain des ressources humaines et de la Fédération tchadienne de football association. Et voilà, nous revenons sur le plateau après Actu Matin. Laricia, nous avons donc le plaisir de recevoir un nouveau chroniqueur, une nouvelle chronique qui fait son entrée. Mais avant de présenter donc notre chroniqueur, nous avons des réactions de nos internautes. Oui. Nous avons le paysan qui dit respect au duo des reines de la matinale. Bonjour et on t'attend ici sur le plateau. Frédéric Dicolumbe quand il fils, mais personne, je vous vois. Merci de nous regarder. Mais nous, on ne te voit pas, mais c'est pas grave. La facture, ouais, la facture là toujours, c'est pas encore réglé. Notre fidèle internaute, Sabre Paul Wade, qui dit bonjour la famille, bonjour à toi. Lynn Rose Ndjek qui nous envoie des cœurs. Merci pour les cœurs. Ma coiffeuse personnelle. D'accord. Rom Nelum Sengar qui a envoyé beaucoup de cœurs. Voilà. On va gérer les cœurs là tout doucement jusqu'au week-end. On va se partager la diffusion, la réalisation, le plateau et puis voilà. On va finir, chacun aura sa part. Nous avons la chronique du doyen. Monsieur le doyen, notre personne ressource, Clément Abaïfouta, bonjour. Bonjour les belles dames. Tout mon plaisir est d'être sur le plateau avec des belles dames qui ont de belles paroles et qui ont un beau visage. En tout cas, nous, on reçoit, ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau de matin. C'est pas facile, on vous a fait sortir un peu tôt. Mais nous savons que votre présence est très importante et que vous avez quelque chose de très grandiose à nous offrir ce matin à nous et aussi à nos téléspectateurs. Alors, avec vous, nous allons parler héritage politique. Il s'agit de quoi, monsieur Clément Abaïfouta, héritage politique? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette chronique? Une petite présentation de cette chronique. Écoutez, deux mots m'enchantent. Vous avez la politique, qui est toute une entité. Moi, je définis ce terme à ma façon. C'est une matrice, sinon un art de gérer, n'est-ce pas, la cité. Et quand on parle d'héritage, vous savez, c'est l'attendu d'un inattendu. Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on lègue ou alors
qu'on récupère, n'est-ce pas, d'une source qui peut être une entité, qui peut être, n'est-ce pas, une référence, qui vous lègue, n'est-ce pas, en quelque sorte, une partie de ses capacités ou alors de son pouvoir. D'accord. Vous avez un élément ce matin sous la main que nous allons découvrir. Ça sera un homme politique. Oui, en fait, nous sommes ici pour ne pas faire de la spéculation. Je suis maître Bebzouné Bongoro Théophile, juriste praticien des professions, mais depuis quelque temps sénateur pour le tout premier Sénat du Tchad, pour le compte du Mayokibi Ouest. La politique, c'est un ensemble de procédés que s'offre un homme qui a une vision pour diriger une population donnée, fixée sur un territoire donné, que les doctrinaires appellent cité, la gestion de la cité, mais moi je dis en termes pratiques, c'est un porteur d'une vision qui distille cette vision au profit d'une certaine population, entourée naturellement d'une équipe donnée. La politique, c'est celle-là. Donc, c'est l'art de gérer les hommes et leur indiquer une destinée. Pour rester pratique comme je l'avais souhaité au départ, il y a bien lieu de parler d'héritage politique. L'héritage politique consisterait à quoi? À un ensemble de valeurs portées par un groupe ou un individu, accompagné naturellement. Un ensemble de valeurs portées par quelqu'un qui a une vision ou un ensemble de groupes qui a une vision et qui entend le mettre en pratique pendant une période donnée sur un espace donné. Et ça peut se décliner en programme, en vision tout court, en un courant de pensée, en une philosophie ou en une pratique qui a été accueillie par la population à laquelle elle est administrée. Donc il faut deux éléments fondamentaux. Il faut d'abord qu'il y ait ces valeurs-là, que cela naisse en une ou plusieurs personnes et que cela puisse être destiné à la consommation d'un ensemble de populations et que cette population l'ait accepté. Et ce qui va se décliner en un vote. La démocratie classique avec le vote direct, 51%, 50, quelque chose pour cent. Et ce groupe en question, donc, qui reçoit maintenant mandat de cette administration qui voudrait que cette vision lui soit appliquée et qui s'en approprie. Et cela devient une valeur. Maintenant, si ceux-ci arrivent au bout de leur mandat, si la confiance peut être renouvelée, tant mieux. Si elle ne l'est pas, ça marque déjà une date dans l'histoire. Alors ceux qui viendront après et qui voudront soit y recourir ou aller y puiser certains de ces éléments pour pouvoir l'appliquer, parce que le même contrat les liant à la population ou le même mandat ou la même confiance qu'on avait renouvelé à leur dévancier, si on le leur renouvelle, ce serait une partie des valeurs là-bas qu'on appellera héritage. Pour moi, l'héritage politique existe. Nous avons en partage un seul Tchad aujourd'hui. Nous sommes en train d'expérimenter la décentralisation. Avec la création des nouveaux derniers textes qu'on a adoptés, la création des collectivités autonomes à plusieurs degrés, à 2 degrés maintenant. La région et puis les communes. Nous sommes dans un apprentissage très difficile. Ceux qui sont arrivés aux têtes des communes ont de la peine parce que le travail de sensibilisation à la base n'a pas été fait. On a de la peine à trouver des ressources nécessaires pour pouvoir faire fonctionner. Regardez comment les mairies peinent aujourd'hui à pouvoir nous curer les caniveaux. Faire travailler les gens sur le canal chinois
en vue d'enlever les machins pour évacuer quand même l'eau, parce que c'est des grands canaux qui conduisent quand même l'eau, le grand volume d'eau dans le grand bassin de rétention pour éviter les inondations. Ils le font comme ça sans qu'il y ait les moyens. Il faut que la population soit réceptive, qu'elle comprenne ce genre, et puis qu'elle aussi, elle ait un comportement citoyen. Parce que le civisme, c'est aussi ça. Ces ouvrages ne sont pas faits pour recevoir le détruitissement. Donc, le vivre ensemble commence par d'abord la propriété devant chez soi, la communication pour des œuvres communes avec les voisins. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Parce que j'ai voulu contextualiser mon adresse à la population. Pour la jeunesse, elle est en but. Je viens de voir une image saisissante avec l'offre d'emploi que le Sénat a offert. Pour à peine 2-3 conseillers, ou 5-6, tout au plus 7 par commission, je crois qu'on n'est pas à moins de 4000 demandes. Ça, je reviens encore au pouvoir public pour dire que c'est son rôle de donner du travail à notre jeunesse. Lui donner du travail, ce n'est pas tout le monde qui a la fonction publique. Il faut favoriser l'accès quand même au crédit, au microcrédit, qui doit être bien encadré par des gens, les porteurs de projets, les mettre 2-3, de sorte à ce qu'ils se prennent en charge eux-mêmes, que chacun ressent auprès de lui ou chez soi-même puisse être mis de côté, quand même qu'on vit avec plus de $2 ou $1 par jour. Donc il faut d'abord gérer le quotidien du Tchadien. Les grands discours tendant à parler de grands projets futurs, je crois que ce n'est pas ça. Nos populations ont besoin de boire, de manger, de se soigner à moindre coût. C'est simplement ça. Donc les pouvoirs publics sont interpellés au bénéfice de ces citoyens qui broient du noir. Parce que vous avez une petite classe qui vit très à l'aise. Et quand vous avez cette classe, la classe intermédiaire peine à s'imposer. Or, c'est la classe qui consomme mieux. Les jeunes cadres, pour qu'ils aient accès au crédit, à des taux pas prohibitifs, à des taux plutôt incitatifs, pour qu'ils puissent s'implanter, investir, faire une maison, ceci, cela. Et l'État devait mettre même en place une politique d'application de taux d'intérêt bonifiés. L'État peut prendre à sa charge certains taux d'intérêt des banques, qui sont quand même des commerçants, pour dire que favoriser mes fonctionnaires, ils n'ont pas de moyens roulants. Vous voyez les accidents des motos. C'est vrai, il n'y a pas de route. Mais les accidents, la plupart, c'est avec les gens de 2 roues. Quand vous avez du voiture, et ça, c'est souvent les gens, ils se cassent. C'est les morts parfois. Tout ça simplement parce que le fonctionnaire, qui est l'employé de l'État, ne fait pas l'objet d'une attention particulière de son employeur, qui est l'État. Sinon, toutes ces politiques-là, on n'a pas besoin de l'inventer. Ça existe. Il suffit de les raviver, de faire de sorte à ce que ça soit bien encadré au profit de nos populations. Et ça le sera. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cet élément. Laricia, ce grand homme politique qui est aujourd'hui sénateur. Ouais. Peut-être que a quelque chose à nous dire. Pour emprunter votre terme, pour me permettre de sortir. Bon, il faut dire que la politique n'est pas réservée à une élite donnée, ou alors une couche, n'est-ce pas, de la population. C'est pour dire que la politique est ouverte à tout le monde et tout le monde peut se permettre de faire la politique. Et parce que tout le monde peut se permettre de faire la politique, et nous n'allons pas agir comme nos grands-parents qui sont morts avec tous les trésors. Donc la politique voudra, puisque ça se pérennise, ça voudra qu'on puisse léguer à un certain moment où l'âge ne nous permet pas d'avancer, ou alors autre préoccupation. Mais il y a des jeunes pousses. Ces jeunes pousses, n'est-ce pas, ont besoin de la sève nourricière. Donc il va falloir que ce que nous avons convenu d'appeler héritage, il faut transmettre, n'est-ce pas, le bâton à ces gens-là qui aspirent à des responsabilités. Voilà un peu ce que je peux appeler comme conclusion de sortie. D'accord. Laricia, quelque chose à ajouter? Bon, c'est bon. Peut-être quelque chose de particulier que le conseiller a retenu de cet homme politique. Non, mais c'est un jeune
comme je le disais, c'est un jeune. Ouais. Déjà, le fait qu'il soit jeune. Il y a des choses qui se sont dites, on n'a pas dû diffuser ça. C'est qu'il a été, n'est-ce pas, galvanisé. Ils sont allés quelque part et les gens ont fait de constat dans un manquement par rapport à une gestion et il a été interpellé par un groupe de ses amis d'enfance. Mais pourquoi ne pas oser? Voyez-vous? Donc, raison pour laquelle il a été charrié et il s'est positionné, il a créé son parti et voilà, il fait partie, n'est-ce pas, des jeunes ambitieux. Qui a de l'ambition pour le pays, qui a de l'ambition, n'est-ce pas, pour le bien-être, etc., etc. Donc moi, je me dis, c'est galvanisant. Et ça trouve, n'est-ce pas, son creuset, son lit. Nous avons dit, c'est l'héritage politique. Et voilà un exemple. Voilà. Merci beaucoup. Il a souligné un aspect également très important. Il a parlé des accidents de circulation. Effectivement. Il a parlé également du taux de chômage des jeunes qui va grandissant. Il a parlé de tout ce qui est basique pour la population tchadienne. On a juste besoin de bien manger, on a besoin d'aller à l'école, besoin de se soigner. C'est ça que le Tchadien en a besoin. D'abord, garder. Avant de penser à autre chose. Apporte, comme vous le dites, ça apporte un correctif à la manière avec laquelle, primitivement, les gens, nos parents au village, ils disent, si tu fais la politique, c'est dire que tu t'inscris dans une école de mensonges. La politique, c'est mentir. Mais la science nous permet aujourd'hui de dire que la politique, c'est s'occuper de la vie, des détails de la vie d'un citoyen dans la cité. Mais si la politique ne peut pas donner de l'électricité, de l'eau, permettre que les gens se soignent, permettre que les gens aillent à l'école, mais alors, je me dis, cette politique-là, ça va être le vent qui traverse le feuillage. Il n'y a pas d'impact. Une politique qui n'a pas d'impact, mon Dieu, mais c'est une pirogue qui n'a pas un piroguier. Malheureusement, aujourd'hui, la politique est considérée comme un moyen de trouver à manger. Quand tu vas voir un jeune s'engager dans la politique, je veux ma part, c'est pour avoir juste une place quelque part. Et puis c'est tout. Je rêve, en vous regardant, je rêve que vous allez devenir des politiciennes. Faisant la bonne politique. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Nous allons vous raccompagner avec une petite capsule. Ce que j'aime, avant de revenir sur ce plateau. Je trouve que le pays est en train d'être stable, je crois, par rapport à surtout l'électricité. C'est ça qui me plaît aussi. J'aime le Tchad d'une manière générale. C'est la solidarité d'abord en premier lieu. Les Tchadiens sont tous solidaires entre eux et encore de plus, tout cela, en moins de choses, on se reconnaît par nos habillements, par nos habitudes. Donc ça nous rend trop liés, quoi. Ce que j'aime vraiment au Tchad, c'est le respect mutuel entre les gens. C'est ce que j'aime vraiment au Tchad. Ce qui me plaît au Tchad, je peux dire, la vie de la société, l'une des facettes de la vie de la société, puisqu'il y a toujours, chez nous, la société, c'est comme une épée à double tranchant. Hein. Donc, il y a la facette sociale, la facette de la famille, comment les gens s'entraident qui me plaît. J'aime d'abord ma jeunesse et j'aime les études, en plus tout ce qui fait avancer mon pays dans mon pays. J'aime parce que je suis fier de mon pays aussi. Il faut le dire aussi, malgré les côtés négatifs. On a pu soutenir beaucoup de pays aussi, sur le plan militaire par exemple. Comme le sport, la musique également. Bon, j'aime mon pays en ce sens qu'on a des intellectuels qui se battent pour lutter contre les maux de la société. Et puis bon, le Tchad est riche en intellectuels. L'environnement, la manière de vivre des Tchadiens, ils sont accueillants et tout. Ce que j'aime, j'aime la vie scolaire. Venir à l'école, c'est une des choses qui me plaît le plus. Ce que j'aime au Tchad, c'est au fait, j'aime tout au Tchad. Le Tchad est mon pays et je l'aime comme il se le doit. Qui me plaît au Tchad,
ce sont les usages, c'est-à-dire les coutumes tchadiennes, les traditions tchadiennes, tout ça, ça me plaît. Oui. Les comportements aussi. En plus, la solidarité qui est en nous, qui est entre nous les Tchadiens. Ça aussi, j'aime tellement. Moi, personnellement, en tant qu'un jeune, je m'intéresse beaucoup plus aux activités en ce qui concerne la jeunesse. J'aime par exemple les activités d'ordre culturel qui contribuent, n'est-ce pas, au changement, à l'émancipation, au développement de la jeunesse, à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ce sont à peu près là les activités. Ce qui me plaît en Tchad particulièrement, le Tchad c'est un beau pays et j'aime trop mon pays. Une fois aller ailleurs, dans les autres pays, je ne me sens pas à l'aise. Si je suis dans mon pays, je suis toute contente, je vois, comment je peux dire ça, une fois que je suis dans mon pays, je suis à l'aise et tout. Une fois être dans les pays des autres, je ne suis pas du tout tranquille. Donc j'aimerais toujours être tchadienne et je suis fière d'être tchadienne. Bon, j'aime mon pays parce que je suis un bon tchadien. J'aime c'est-à-dire j'aime l'État, j'aime mon pays. J'aime ce pays-là et j'adore ce pays-là. Oh, nous aimons notre pays, le Tchad, le beau pays, pays de tout le monde, la richesse. Ouais. Le pays qui garde encore ses us et coutumes, ses mœurs. Voilà. On n'est pas trop occidentalisé encore. Non. Le Tchad se trouve au cœur de l'Afrique. En tout cas, quand on est le cœur fait beaucoup de choses. Oui. Et puis voilà, malgré que nous sommes désenclavés, en tout cas, nous, on espère qu'un jour, ça va aller. Et puis, on espère également en nos autorités qui sont en train de faire des efforts. L'exemple de la capitale du 9e arrondissement qui depuis quelque temps la circulation est vraiment fluide et ce matin je tiens vraiment à faire un big up aux autorités du 9e arrondissement. On sait que vous faites des efforts mais faites-le encore plus parce que jusqu'à là il n'y a pas de caniveaux qui peuvent drainer l'eau jusqu'au fleuve et ce problème reste vraiment crucial. Tant qu'il n'y a pas un moyen de drainer l'eau, je pense que nous serons toujours dans l'inondation. Voilà, donc il faut penser à ces côtés-là. D'accord. Nous recevons à présent le paysan qui a été un peu frappé par la pluie parce que je vous signale qu'il pleut abondamment. Pendant que nous sommes au studio, il pleut dehors. Le paysan, comme un bon paysan, est sorti donc sous cette grosse pluie pour être sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Irène. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Il pleut beaucoup dehors, une bonne nouvelle pour un paysan comme vous. En tout cas, en cette saison, la pluie nous fait du bien. Aussi bien aux citoyens qu'à nous les paysans. Ça, c'est bien. D'accord. Avec vous, on parle de quoi aujourd'hui? Pratiquement les perspectives des chaînes de valeur et en tenant compte les défis. Nous avons déjà parlé un peu de fonctionnement des acteurs, des goulots d'étranglement. Et maintenant, il faut parler en termes de perspective pour voir un peu ce que ça représente pour le pays et comment ça peut aider. Pratiquement, dans un pays aussi à économie très fragile et au climat très, très sensible par rapport au changement climatique, les perspectives sont bonnes. Maintenant, elles sont tributaires de beaucoup de facteurs, dont par exemple la structuration, la fluidité, par exemple, pour l'accès au financement, la question du renforcement des capacités. Et donc, revenant aux structurations, il faudrait effectivement que dès à présent, les chaînes de valeur s'organisent autour des corporations, surtout des acteurs, des filières qui doivent être formellement identifiés et permettre à ce que, dorénavant, on sache que, bon, on peut aller vers tel groupe qui fait tel volet et on peut accéder à ça. Les chaînes de valeur constituent également un levier aussi bien pour le décollage économique que pour l'insécurité alimentaire, pour la lutte contre la pauvreté. Il faut comprendre que cette population est à majorité rurale, à plus de 70%. Donc cette population peut également servir d'acteur économique, de courroie, parce que nous avons à déplorer que cette population qui vit de l'activité d'élevage a des revenus assez limités.
Et simplement parce que on n'a pas structuré la chaîne de valeur alors que nous disons que nous sommes un pays à vocation agro-pastorale. Donc il faudrait penser de ce côté. Et il y a aussi quelques acteurs, partenaires techniques qui appuient de manière un peu ciblée, mais nous plaidons pour que cela puisse être étendu à un grand nombre pour permettre à ce que les acteurs puissent être organisés, structurés et de sorte qu'on sache dorénavant que si on parle de la filière sésame, il y a une chaîne de valeur sésame, il y a une chaîne de valeur par exemple en termes de l'eau, du lait plutôt, ou une chaîne de valeur en termes de la filière peau, une chaîne de valeur en termes de la filière viande. Et donc, on comprendra exactement que chaque filière organisée en termes de chaîne de valeur permettra à ce que l'économie puisse mieux tourner encore. Donc, nous revenons pour dire que simplement, s'il faut s'arrêter sur ce point, dire que jusqu'à ce jour, l'agriculture et l'élevage restent les seuls leviers les plus sûrs pour l'économie tchadienne. Il demande maintenant à être fait, à ce que les réponses adéquates soient apportées aux défis. Et les défis sont nombreux, parmi lesquels le contexte présent avec les changements climatiques, la paupérisation assez avancée des populations rurales, le manque de structuration, mais aussi les difficiles accès aussi bien aux services et aux conseils agricoles. Pratiquement les services tels que l'encadrement agricole, tels que le financement, tout cela doit être fluidifié pour qu'on puisse arriver à comprendre comment est-ce que fonctionne une chaîne de valeur. Et les perspectives peuvent être très roses parce que comme levier pour la lutte contre la pauvreté ou bien contre le sous-développement, nous avons une population majoritairement jeune avec beaucoup de main-d'œuvre qui chôment. Et on peut effectivement s'appuyer sur cela pour faire quelque chose de meilleur et inverser la tendance. Donc nous pensons qu'avec un peu d'effort, avec une grande implication des acteurs aussi bien étatiques que non étatiques, avec les partenaires techniques de l'État, techniques et financiers de l'État tchadien, il est possible d'inverser la tendance et de permettre à ce que le pays soit vraiment une puissance agricole. Voilà ce que nous pouvons dire. Parce que nous avons besoin de manger, nous avons besoin de produire aussi pour la vente, nous avons besoin aussi d'exporter. Donc si tous les mécanismes sont activés, en fait, sont fonctionnels, et de sorte qu'il y a une certaine clarté d'information, chacun accède à l'information de manière très claire, nous pourrons facilement arriver à développer l'agriculture, l'élevage et faire de ces deux secteurs, effectivement, non pas dans le discours, mais les vrais mamelles de l'économie tchadienne. Et nous en avons besoin. Il n'y a pas une autre alternative. Les ressources, par exemple, telles que les ressources minières et autres, telles que le pétrole qui a fait son beau temps à un moment donné, arrivé à un moment donné, il y a les cours qui ont chuté. Mais les cours qui ne pourront pas chuter de la même manière, ce sont les produits agro-pastoraux. Parce qu'on a toujours besoin de manger. Et puisque c'est un secteur prioritaire, il faudrait vraiment que les gens investissent dans ce sens-là pour pouvoir changer. Donc, les perspectives sont roses à condition que tous les leviers, les mécanismes soient rendus opérationnels et que chacun se mette la main à la pâte. Voilà. Justement, il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour le développement de cette chaîne? Les conditions, pour l'instant, nous avons parlé de goulot d'étranglement. Et les défis, nous venons de les survoler. Beaucoup plus, il y a un investissement institutionnel de l'État tchadien et de ses partenaires, mais il faudrait vraiment déverrouiller tout ce qu'il y a comme point de blocage pour empêcher que aujourd'hui ces goulets d'étranglement constituent encore davantage des goulets d'étranglement de plus en plus pour le secteur agricole. Il n'y a pas d'opérateurs économiques qui sont investis dans l'agriculture, dans l'élevage. Il n'y en a presque pas. Donc aujourd'hui, les rares qui sont là le font soit par tourisme, le font parce que bon, c'est une occupation qu'on se le fait, mais si on peut convertir ça, ces gens en des opérateurs économiques très clairs et que les segments de la chaîne de valeur, depuis les fournisseurs de services, d'intrants, avec les producteurs, avec les chaînes de distribution, les infrastructures routières, les infrastructures de stockage, toutes ces conditions sont améliorées, il n'y a rien qui empêchera que les chaînes de valeur constituent aujourd'hui un levier et nous n'aurons presque même plus de personnes dans les bureaux à travailler. Il n'y aura même pas de candidats à la fonction publique comme on le sent toujours. Donc tout le monde va dire, bon, mais de l'autre côté, ils vont le faire. Prenez ce que nous disons, par exemple. Nous faisons la promotion de l'agriculture bio. Donc aujourd'hui, par exemple, si on fait la production du compost, il y a un groupe de jeunes qui peuvent se spécialiser, disent que nous, on ne produit que du compost. Et ce compost qui est plus riche, mieux indiqué pour les cultures, ils peuvent le vendre un peu, relativement peut-être moins que le prix de l'engrais, mais il y aura toujours des demandeurs. Parce que tout le monde se plaint aujourd'hui des maladies. On a dit, bon, peut-être j'ai des problèmes articulaires, des problèmes de santé, mais si on peut retourner au volet bio, on va atténuer un peu la sévérité de ces pathologies-là. De l'autre côté, si vous revenez par exemple sur les biopesticides, on a beaucoup d'intrants. Le piment, on a l'oignon, on a l'ail,
on a ces éléments ces ingrédients qu'on peut rassembler et produire des biopesticides. Et dès que vous plantez, vous produisez et que vous vendez à un Tchadien quelque part que ce produit il est bio, je ne pense pas qu'il puisse hésiter de le payer. Parce que tout le monde se plaint aujourd'hui que il y a des produits chimiques dans les aliments que nous consommons, ce qui fait qu'on a des problèmes. Maintenant, si vous vous spécialisez dans ce volet, il y a un marché à prendre. Malheureusement, peut-être que les gens soit ne s'y intéressent pas parce qu'on trouve que c'est sale, mais le paysan n'est jamais sale. Il est l'homme le plus pauvre parce que même si pendant le cycle de production, il a la boue, il y a peut-être la pluie, mais dès qu'il sort, les revenus ne sont pas sales. Hein. Les billets de banque ne sont jamais sales. Donc il faut comprendre que les perspectives sont roses et il faut vraiment que nous puissions nous intéresser à ça. Et nous invitons toujours, nous ne manquerons jamais de le faire, nous invitons les jeunes à repartir avec nous à la terre. Ça ne trahit jamais, ça ne se licencie jamais. Et ça ne dépose pas un dossier pour une intégration quelconque. Pas du tout. Nous plaidons simplement que l'accès au financement, les renforcements des capacités et que surtout soit consolidé, soit vraiment développé. Et alors on se rendra compte qu'il n'y aura même pas de candidat à la fonction publique. Parce que remarquez, si moi en tant qu'agronome je viens au niveau de la fonction publique, je suis payé à moins de 250 000 francs le mois. Alors qu'en produisant sur ma parcelle, je peux gagner 5-10 fois ce montant si j'arrive à faire une production intensif avec tout ce qu'il y a comme le choix des filières que je le fais. Et de l'autre côté, il y a encore des segments à le faire. Non pas seulement être producteur, mais on peut être fournisseur d'intrants. Les intrants, c'est quand nous parlons des biopesticides, nous parlons de compost, nous parlons de beaucoup de choses à faire. Il y a ceux qui peuvent être dans la distribution, ceux qui peuvent être dans le marketing. Et il y a des jeunes qui sont formés en marketing qui, paradoxalement, demandent l'intégration à la fonction publique. On ne comprend pas. Voilà un marché qu'il a appris à prendre. Il suffit de pouvoir développer ce qu'on appelle la force de vente, d'aller chez quel producteur, quel produit, de le prendre et dire bon, nous on va peut-être aller faire la publicité de ces produits auprès des gens parce que c'est un produit dont on est sûr de la qualité. Donc on le vend et il y aura toujours des acquéreurs. On a déjà trouvé de l'emploi. Mais on attend toujours à être employé par quelqu'un quelque part. Et je pense que les mentalités doivent changer de ce côté-là. Parce qu'on est vraiment en retard par rapport à cela. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande une petite explication des chaînes de valeur. Nous avons parlé de chaînes de valeur. C'est un ensemble d'activités, d'acteurs et de services qui essaient de connecter le champ, le produit du champ ou de l'élevage sur la table du consommateur. Et donc, c'est un ensemble intégré, multidimensionnel, d'acteurs. Ça commence depuis le champ. Même avant le champ. Avant le champ. Les fournisseurs de services. Les fournisseurs de services, les fournisseurs d'intrants, les transports. Nous avons parlé ici des acteurs. Les producteurs, les fournisseurs d'intrants, les services agricoles, par exemple les services financiers tels que les banques, comment on appelle ça, le conseil agricole, le marketing, l'information. Tout ce monde-là doit travailler en collaboration. Mais il faut que cela soit structuré. Donc, on sait qui on va toucher où pour avoir un peu accès à telle information, à tel service. Mais malheureusement, bon, comme nous l'avons déjà déploré dans les émissions passées, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté. Et ces défis doivent être surmontés. Parce que chaîne de valeur, c'est un ensemble d'activités, d'acteurs et de services. Vous voyez un peu, les trois éléments doivent être intégrés pour permettre à ce que, quand on passe du produit brut jusqu'à ce que ça arrive sur la table, à chaque étape, à chaque segment de la chaîne de valeur, à chaque maillon, il y a un objectif, c'est de rentabiliser. C'est de pouvoir faire un bénéfice. Donc, moi qui suis producteur, j'ai besoin d'un bénéfice. Le négociant qui vient prendre mon produit au rebord du champ, il a un bénéfice à prendre. Le semi-grossiste a un bénéfice à faire. Le grossiste, le transformateur qui transforme le produit brut en produit fini, il a quelque chose à prendre. Donc voilà, toute cette chaîne-là, ça doit fonctionner. Donc si je dois savoir ça, c'est que dans chaque partie du pays, je prends mon téléphone, j'appelle de l'autre côté, je dis, bon, j'ai besoin de compost, on sait où est-ce qu'il se trouve. Quand j'appelle par rapport à la question, par exemple, d'un conseil agricole, je sais dans quel bureau il peut le trouver. Si c'est un opérateur de communauté qui distribue les transporteurs, je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Où est-ce qu'on peut transformer mon produit brut en produit fini? Parce que vous prenez par exemple l'arachide, on peut l'utiliser en beaucoup de sous-produits, en des dérivés. Donc les produits et leurs dérivés sont toujours rentabilisés à chaque étape de la chaîne pour permettre à ce que chacun puisse gagner. Et tout le monde gagnera. Merci pour ce petit cours. On espère que notre téléspectateur est satisfait. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour un autre sujet. On va vous raccompagner avec la capsule Ça m'énerve, Larissia, qui va permettre aux enfants de s'installer. Inch'Allah. Ce qui nous en tant que corps soignant, ce qui nous énerve vraiment dans l'exercice de notre métier, c'est quand la population n'est pas reconnaissante.
quand vous faites des efforts pour essayer pour soulager la douleur ou sauver des vies et qu'on n'est pas reconnaissant, ça tape vraiment sur les nerfs. Et à plusieurs reprises, on est souvent agressé, insulté, menacé. Et là, ces derniers moments, on est obligé de faire recours aux forces de l'ordre. Chaque fois quand il y a une personne ou bien des gens qui viennent nous menacer, on est obligé d'appeler la police qui descend et il les embarque. Donc, à plusieurs reprises, on vient, on dépose plainte, après on retire, on dépose, on retire, on dépose, on retire. Donc, c'est vraiment le manque de respect envers le personnel, c'est ça qui nous tape vraiment sur les nerfs. Je déplore surtout le système éducatif là, qui est politisé et que on éprouve à cette difficulté. Ça ne marche pas le système éducatif là. Parce qu'on a déjà mis la politique là, tout est gâté. Il n'y a pas l'homme à la place qu'il faut. L'enseignant n'est pas dans sa peau d'enseignant, il est négligé. Donc, et tout est centralisé. On parle de la décentralisation alors que tout est centralisé. Le pouvoir public même là néglige le système éducatif. Moi, en tant qu'enseignant, vraiment, je ne suis pas dans ma peau d'enseignant. Et surtout, chez moi, en anglais, l'anglais, comme on dit, the first language in the world, la première langue du monde, the business language, les gens négligent trop. Ils trouvent que c'est difficile et puis ils négligent. Alors que c'est la langue des affaires. C'est la langue du monde. Bon, d'une manière générale au Tchad, ce qui m'énerve beaucoup, c'est d'abord, premièrement, il y a deux choses. Premièrement, c'est l'injustice qui se pratique au Tchad. Il y a trop d'injustice. Surtout dans les recrutements, dans beaucoup de choses, on pratique de l'injustice. C'est ça, des fois, qui crée des problèmes. On parle de la paix, mais on pratique l'injustice et ce n'est pas bien. Hein? Ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre en paix, c'est l'injustice. Donc l'État doit faire de son mieux pour résoudre le problème de justice. Deuxièmement, le chômage des jeunes. Les chômeurs sont partout au quartier. L'État doit créer des entreprises pour embaucher les jeunes. Parce que quand les jeunes sont au quartier, vous voyez, l'insécurité, tout ça, c'est la conséquence du chômage des jeunes. Surtout l'alcoolisme aussi. Hein, l'alcoolisme, les jeunes se jettent dans l'alcoolisme. Tout ça, ce sont les conséquences du chômage. Donc l'État doit créer des structures pour pouvoir embaucher un peu les jeunes, pour résorber un peu le problème du chômage. Voilà, merci. Et ici, bon, en tant qu'enseignant, ici, ce qui m'énerve plus souvent, je vais dire sur le parent. Je peux penser vraiment le parent ici. Normalement, pour un élève, normalement, c'est le parent qui peut venir s'inscrire son enfant, mais pas aussi à un élève. Et ici, c'est que nous avons remarqué à plusieurs reprises, des fois, on fait le communiqué. Il faut que les parents viennent. Et certains parents ne veulent même pas aussi venir s'inscrire aussi leurs enfants. Alors, si les parents ne viennent pas s'inscrire leurs enfants, donc cela veut dire qu'il n'y aura pas aussi de suivi. Nous, les administrateurs, de même que les enseignants seuls, on ne peut pas aussi faire aussi de suivi parfait. Il faut que le parent d'élève aussi vienne d'abord. Il faut que les parents d'élèves aussi nous aident aussi penser aussi aux générations futures. Et maintenant, c'est ça qui m'énerve vraiment. Ça m'énerve aussi énormément. Parce qu'on les a appelés à plusieurs reprises et les parents ne veulent pas aussi participer. Ça m'énerve aussi énormément. D'accord, même si ça t'énerve là, il faut te calmer. Hein. C'est la vie, il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc, calmos. Nous revenons sur le plateau cette fois-ci avec les enfants, Laetitia. Ouais. Nous avons Rondouba Nathaniel qui nous vient de Néise. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. D'accord. De l'autre côté, c'est Alan Djigim William qui nous vient du lycée La Grâce. Bonjour. Bonjour. Ala Jeff a un mot ce matin sur le plateau. Hein? Peut-être on va lui donner Ala Jeff plus. Ça D'accord. va, vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, les vacances, ça se passe bien, n'est-ce pas? Oui, ça se passe bien. Vous êtes content d'être sur ce plateau? Oui. Ah. Il paraît qu'il pleut dehors. Vous avez fait comment pour sortir? Hein? Alain Djigim, tu as fait comment pour arriver à la télé? On est sorti pour venir. Ah. Parce que c'est normal.
C'est normal, non? Parce que tu as pris rendez-vous. Voilà. Il ne faudrait pas rater ce rendez-vous-là. Donc, tu as bravé la pluie pour être là ce matin. Merci beaucoup. Il faut dire que Alan Digim William passe pour la troisième. Quand tu le vois, tu as comme impression qu'il va faire son entrée au collège. Mais il passe pour la troisième. Waouh! Parle-nous un peu de l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que tu as aimé pendant l'année qui vient de s'écouler? Bon, pour cette année, j'ai aimé les cours, surtout les cours de français, maths, SVT. Je tiens à cœur ces matières. Waouh! Mathématiques, français et sciences de la vie. On voit que c'est un scientifique, hein, il s'oriente en devenir. D'accord, Nathaniel. Oui. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette année? Toi, tu passes pour le CMN, n'est-ce pas? Oui. Voilà. La matière que j'aime beaucoup, c'est l'anglais, le français et les maths, quoi. D'accord. Anglais, français et mathématiques. On a des scientifiques ce matin sur ce plateau. Alors, ton anglais là, tu peux nous chanter ou faire une petite récitation? C'est possible? Tu préfères un chant ou bien une récitation? Même si moi je comprends pas l'anglais, mais bon. Toi, tu comprends l'anglais? Un peu? C'est quand même Madame Irène là. Je peux chanter une chanson en anglais, mais... La chanson dit quoi? Explique-nous d'abord, la chanson dit quoi? C'est les 7 continents. Mais je peux pas tout chanter parce que... c'est long? On est par personne. D'accord. Chacun a sa partie. Ouais, donc tu as juste ta partition. Ok, tu nous chantes alors ta partition. And I am Africa with desert for miles, and the Nile is the longest river. Ça signifie quoi? Je suis Afrique avec les déserts. C'est pas grave. C'est pour parler du continent africain avec toutes ses richesses. C'est ça, non? Oui, mais je comprends pas trop. Tu comprends pas trop, non? C'est pas grave. Merci. Alors, tu veux devenir quoi demain? Ton rêve, c'est quoi? Tu as dit que tu aimes le français, tu aimes l'anglais, et puis tu aimes quoi? Les mathématiques. Voilà, ton rêve, c'est de devenir quoi demain? Je veux devenir un footballeur. Waouh! Ça va chauffer. D'accord. Et Wilfried, Notre qu'est-ce que tu footballeur. veux devenir quand tu seras grand, quand tu vas finir les cours? Moi, je vais être chirurgien. Chirurgien. Un médecin. D'accord. Il y a du lourd, hein? Et tu connais le travail d'un chirurgien? Oui. Il fait quoi? Il opère les gens. Il opère les gens. Oui. Ceux qui sont malades. Donc Il tu les veux opère. sauver des vies. Sauver des vies. Très important. C'est bien. On a un footballeur Et et un chirurgien ce matin sur ce plateau. Un message à l'endroit des parents, Wilfried, qu'est-ce que tu dis à papa, à maman, les parents qui te regardent à la maison, ou bien tes amis du quartier qui te suivent? Moi, je leur dis bonjour. Ok. Bonjour. Et c'est tout. Et puis c'est Et à papa et à maman? Je salue mon père et ma mère. D'accord. Ok. D'accord. Et Nathaniel, un message aux parents, aux amis du quartier? Ok, je les salue premièrement. Et je salue aussi mes amis. J'ai des cousins qui sont à la maison, donc je les salue aussi. Ils me regardent actuellement. D'accord. Ils te regardent actuellement. Il y a notre réalisatrice qui demande, elle est derrière les 1000 boutons de l'autre côté. Elle vous demande, vous faites quoi de vos vacances? Qu'est-ce que vous faites comme activité pendant ces vacances? Nathaniel, actuellement tu fais quoi? Tu vas au champ? Oui. Tu joues au ballon comme tu es footballeur là? Oui, tu joues au je ballon? pars à l'école de foot et souvent je joue avec mes amis. Après, souvent je joue avec ma play. Bon, il y a beaucoup d'activités. D'accord, tu fais beaucoup d'activités. D'accord. D'accord, et toi? Le chirurgien?
Tu fais quoi? Moi, je joue au foot aussi également. Ouais. Et puis, j'aime... Le sport, c'est la santé. Oui. Uh-huh. Et je pratique des activités comme la colonie de vacances. D'accord. Super. D'accord. Chirurgien, footballeur, nous allons lancer un message à l'endroit des parents de ces deux enfants sur le plateau, de les suivre, n'est-ce pas? Ouais. De mettre du paquet pour accompagner ces enfants-là afin que leur rêve se réalise. Ouais. Merci à vous, chers amis, d'être passés sur le plateau de I-Matin. Voilà, nous vous souhaitons bonnes vacances. Hein? Voilà, merci. Il faut beaucoup de choses à papa et maman. Et à très bientôt. Vous regardez la caméra et puis vous faites bye bye à ceux qui vous suivent là. Bye bye. Voilà, merci. On va demander à Mingano Didina Love de vous raccompagner avec une très belle capsule qui va permettre à notre leader de s'installer. Voilà, nous revenons sur le plateau cette fois-ci pour parler carnet du leadership après le jingle. Cher leader, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Irène. Bonjour. Bonjour Larissia. Bonjour coach. Bonjour aussi aux téléspectateurs. D'accord, nous avons 9 minutes chrono-stop avec le leader. Ouais. On va parler de... La tête du leader. La tête du leader. Voilà, depuis un bon bout de temps, nous avons commencé, n'est-ce pas, à aborder un peu quelques organes dans la personnalité du leader. Nous avons commencé par la vue, qui était la question de la vision. Nous avons ensuite abordé l'oreille, qui était la question de l'écoute. Hier, nous avons donc touché la question qui concernait donc, je dirais, l'odorat ou le nez du leader. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la tête du leader. La tête, en réalité, c'est la symbolique de deux choses. La tête, c'est la conscience. La tête, c'est le pouvoir. Avoir une bonne tête, c'est avoir conscience de ce qu'on est. Avoir conscience de ce qu'on vit. Avoir conscience de ce qu'on représente pour les autres. Avoir conscience de ce qu'on porte comme vision. Mais aussi, la tête, c'est le pouvoir. Vous savez, la meilleure manière de tuer un serpent, c'est de l'écraser par la tête. Alors, quand on maîtrise la tête, c'est qu'on maîtrise tout le corps. Quand on ne maîtrise pas la tête,
on ne peut rien faire. En général, vous voyez un peu dans les familles, quand on parle à une jeune fille, on dit non, il faut arrêter avec ce garçon, et ainsi de suite. Souvent, les mamans disent, là où elle est là, sa tête là, c'est seulement ce garçon-là. Ça veut dire que c'est quoi que ça soit. La tête est déjà contrôlée. Ouais. Et quand la tête est contrôlée, c'est très difficile de pouvoir, je dirais, un peu convaincre ou ramener autrement. Donc, un leader doit avoir une tête bien faite. Une tête bien faite. Une tête qui sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Une tête qui sait exactement quelle est la direction qu'on a donnée aux autres. Une tête qui comprend pourquoi on dit ça, pourquoi on veut que ça soit ainsi fait. Mais aussi, une tête bien faite, c'est une tête qui aime la connaissance, qui va chercher la formation, qui va chercher le renforcement des capacités, qui sait qu'on n'est pas tout et qu'on a besoin des autres, qui sait qu'on ne connaît pas tout et qu'on a besoin des autres. Alors, pendant qu'on parle de la tête, rappelons que la tête comporte les yeux. Ça veut dire qu'une tête bien faite, c'est aussi une tête qui est soutenue par une vision. Une vision. Il y a aussi quelque chose dans la tête, c'est le front. Le front qui signifie la sagesse. Alors, une tête bien faite, c'est aussi une tête qui manifeste la sagesse. Vous voyez, le front est très important et le front, en réalité, il y a des moments où vous allez voir que si vous faites preuve de beaucoup de sagesse, votre front va briller seul. Mais si vous êtes un vrai connard, le front ne brille pas. Ça s'observe. Et quand on vous regarde, on sait que c'est quelqu'un de bizarre. En fait, on vous observe et on vous analyse à travers votre front. Donc, c'est important de voir. Donc, dans la tête, nous avons le front. Nous avons aussi dans la tête la bouche. C'est la parole exercée. Cette bouche qui ne parle pas n'importe comment, n'importe quand. Et cette bouche qui ne parle pas en l'air, mais qui dit des choses importantes. Alors, je voudrais simplement dire qu'on a déjà touché certains organes dans la tête, les oreilles, une écoute active, une disposition à écouter, mais aussi en écoutant, on veut bien calibrer ce qu'on est en train de nous dire. Donc, on pose des questions pour que la personne reprécise ce qu'elle est en train de dire. Nous avons parlé de l'odorat, parce qu'il faut avoir le flair des opportunités, la saison pour laquelle on prend des décisions, la saison pendant laquelle on doit renoncer à certaines choses. On a parlé aussi, n'est-ce pas, je dirais un peu bon, on n'a pas touché peut-être la langue, mais la langue va nous permettre aussi, n'est-ce pas, de pouvoir déguster ou tester ou alors apprécier les propositions qu'on nous envoie. Le goût du test, n'est-ce pas? Il faut tester. Donc, je veux simplement ce matin dire encore que la tête, c'est le symbole du pouvoir. La tête, dans le leadership, c'est le symbole de la conscience. Dans la tête, nous avons le front. Et le front, c'est le symbole de la sagesse. Nous avons le nez. Il faut savoir discerner. Nous avons l'oreille. Il faut savoir être disposé à écouter et écouter activement. Nous avons la bouche. Il faut savoir quand parler, quoi dire et à quel moment. Et nous avons les yeux pour percer, pour voir. Voilà un peu une description de quelques organes dans le leadership qui nous permettent encore une fois de plus de nous replonger dans notre humanité et de continuer à aider les autres. Tout le monde peut être leader. Tout le monde est leader quelque part parce que le leadership, c'est l'exercice de l'influence, rien d'autre. Ni plus, ni moins, c'est la question de l'influence. Et je voudrais juste dire à la personne qui nous suit en ce moment que vous le vouliez ou pas, vous êtes leader quelque part. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui dit, c'est seulement toi qui peut me dire, si toi tu me dis, je veux faire. Si toi tu pars, je pars. Ça veut dire que tu es leader sur cette personne. Tu as de l'influence sur cette personne. Alors, il faut une bonne tête, une belle tête. Parce qu'on peut avoir aussi une grosse tête. Et on peut avoir un gros front. Mais tout cela a de l'explication. Et j'espère que cela peut servir à ceux qui nous suivent. D'accord.
Voilà, que tu aies une grosse ou petite tête, il faut que cette tête soit consciente, il faut que cette tête ait une vision, il faut que ça soit une tête bien faite. Ça, c'est la leçon à retenir. Voilà. Et il y a un organe très important qui est le cerveau qui commande tout ça, n'est-ce pas? La langue, les oreilles. Mais là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir nourrir le cerveau. Oui. Parce que le cerveau, il fonctionne simplement en fonction de la nourriture qu'on lui donne. Si vous nourrissez bien le cerveau, il vous fait des grandes choses. Et vous allez voir, tout à l'heure, vous avez entendu des enfants dire, je vais être chirurgien, je vais être ceci. C'est le cerveau. Le cerveau se développe en fonction de la matière, des rêves, de l'audace, de tout ce qu'on lui donne. Mais si on ne lui donne rien, vous allez avoir une belle tête, mais ce cerveau-là va tourner à l'intérieur simplement aussi. Il y a Saboko Rouadé qui dit respect mentor, il envoie beaucoup de muscles pour donner la force et aussi applaudit 100% à le coach. Nous le saluons aussi. Voilà, c'est donc avec cette chronique que nous refermons le 3e numéro de la semaine. Leader, merci d'être passé. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. Et déjà un très bon début de week-end à vous, puisque nous allons nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord. Inch'Allah. Voilà, Laricia, merci pour la coprésentation. Ouais, merci beaucoup aussi à toi, Irène. Merci à notre réalisatrice Promax, Finga nous dit Dina Love, avec Mugaboga, notre ingénieur de son. N'oublie pas Riabi à la diffusion. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont laissé des messages. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 7h30. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.